Mesdames, Messieurs, bonsoir. Le Monde aujourd'hui, bienvenue dans cette nouvelle édition de votre journal. Tout d'abord, les titres. Bilal Abdi pensait être en sécurité ce jour-là, en 2017, lorsqu'il voyageait à bord d'une voiture de police avec 6 autres civils pour aider à raccourcir leur trajet. Des combattants Al-Shabaab leur ont tendu une embuscade dans le nord-est du Kenya. Ils ont fait exploser une bombe sur la route, puis ont criblé la voiture de balles. Ma jambe saignait. Un homme m'a visé. J'ai essayé d'esquiver. La balle m'a touché au cou. L'homme est descendu et passé tout près de moi, vérifier si j'étais morte sans même me regarder. 3 policiers ont pris la fuite. Le conducteur et 5 civils ont été tués, dont un enfant. Bilal Abdi, elle, a survécu, mais il a fallu attendre presque 3 ans pour que le chirurgien puisse retirer les balles des éclats d'obus logés dans son cou et sa jambe gauche. Mon père m'a dit de rentrer à la maison, mais je lui ai répondu que la route n'était pas sûre. Avant, je cultivais la terre pour aider ma famille, mais maintenant, je suis devenue handicapée. Depuis, les autorités kenyanes ont interdit aux civils de voyager en compagnie des forces de sécurité qui mènent une guerre prolongée contre les djihadistes. Le groupe terroriste vise principalement nos véhicules et nos agents de sécurité. En ayant des civils dans ces véhicules, ils deviennent eux aussi des cibles. Comme pour marquer leur présence dans la région, les djihadistes somaliens ont lancé en janvier une attaque osée contre une base militaire conjointe États-Unis-Kenya dans le comté de Lamu. 3 soldats américains ont été tués. Alors que les forces de sécurité continuent de battre pour sécuriser la forêt de Boni, les villageois, eux, se battent pour leur propre survie. 7 candidats sont enregistrés par la commission électorale, parmi lesquels figure le président Faure Gnassingbé en lice pour un 4e mandat. À Dapan, au nord du Togo, c'est une foule immense qui est venue l'acclamer. Je vous remercie également pour le soutien que vous avez exprimé à travers toujours votre porte-parole. Le soutien apporté à l'opération Ndjouaré, qui a pour but de sécuriser nos frontières. Environ 10 000 gendarmes et policiers, membres d'une force sécurité élection présidentielle, seront déployés à travers le pays en vue de sécuriser le scrutin. À ce côté, l'indomptable ville rebelle du centre-nord du Togo, les habitants se préparent activement pour les élections. Et on est là pour la campagne. Actuellement, Dieu merci, la campagne se passe sans problème. En effet, la 2e ville du Togo a été, depuis le mois d'août 2017, le bastion de la contestation politique qui a ensuite gagné tout le pays. On avait tué les gens, les blessés, les blessements, les gens, les gens brûlaient les pneus aussi. Le nouveau maire de Sokodé, Ourogbele Tchani, estime que la crise fait partie du passé, mais selon des témoins, les stigmates et la peur sont encore très présents parmi la population. Quant au chef de file de l'opposition, Jean-Pierre Fabre, il a également entamé la dernière étape de sa tournée à l'intérieur du pays. Le dernier bilan fait état de 98 décès supplémentaires et 1800 nouveaux cas de Covid-19 qui ont mis à rude épreuve le système de santé chinois et obligé les autorités à verrouiller certaines zones pour tenter d'empêcher sa propagation. Les autorités chinoises ont déclaré dimanche que plus de 9500 personnes avaient été guéries et libérées des hôpitaux et que le nombre de personnes gravement malades avait chuté en février. Parmi les cas confirmés, les cas critiques dans les autres provinces du pays étaient de 15,9% au plus haut le 27 janvier et ont chuté à 7,2% le 15 février. Ce changement montre que la prévention et le contrôle du virus en vigueur fonctionnent bien. 2 patients, une femme de 83 ans et un homme de 36 ans, ont été guéris du Covid-19 après 10 jours de traitement au nouvel hôpital Leishanshan qui a commencé à admettre des patients le 8 février. Ils ont bien pris soin de nous en nous encourageant souvent, ce qui nous a permis de vaincre la maladie très rapidement. Je les apprécie vraiment. La question de la menace mondiale posée par le coronavirus a été soulevée samedi lors d'une conférence sur la sécurité dans la ville allemande de Munich.
Le monde dépense des milliards de dollars pour se préparer à une attaque terroriste, mais relativement peu pour se préparer à l'attaque d'un virus, ce qui pourrait être bien plus mortel et bien plus dommageable sur les plans économiques, politiques et sociaux. Mardi, la télévision publique chinoise a rapporté que Liu Ximing, directeur d'un hôpital désigné pour traiter les patients infectés par le virus, est décédé, faisant de lui le 7e agent de santé à en être victime. Nombreux sont ceux qui pensent qu'au cours de ces 3 dernières années, aucun politicien n'a aussi bien confronté le président Trump que la présidente de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi. Mais après avoir échoué à destituer le président, elle fait face à des décisions cruciales en amont des élections présidentielles de novembre. On peut en conclure que nous avons gagné et qu'ils ont perdu. Nancy Pelosi peut choisir de maintenir son opposition au président, comme lorsqu'elle a déchiré la copie du discours présidentiel sur l'état de l'Union. C'est le côté symbolique de l'acte qui attire autant l'attention sur le point où les deux partis en sont et non pas parce que cela a changé quoi que ce soit. Cette stratégie attirera les foudres des républicains et pourrait s'avérer impopulaire auprès des électeurs en cette année électorale. Les démocrates savaient que les républicains n'allaient pas voter en faveur de la destitution. Quel était donc le but? Je pense qu'ils savaient que cela nuirait politiquement aux démocrates. Les législateurs démocrates se sont engagés à continuer d'enquêter sur le président. Plusieurs affaires judiciaires en instance impliquant des alliés de Trump, tels que son conseiller de campagne Roger Stone, sont susceptibles de maintenir les tensions. C'est un abus de pouvoir. Le président tente à nouveau de manipuler les lois fédérales pour servir ses intérêts politiques. Le président est ce qu'il est et il pense qu'il est au-dessus de la loi et il n'a aucun respect pour le droit. Où sont donc les républicains face à cette violation flagrante de l'état de droit? Les républicains sont peu enclins à critiquer le président en cette année électorale. Ils ne soutiendront pas les initiatives des démocrates au Sénat contrôlées par Mitch McConnell. Ce qui laisse Nancy Pelosi avec une option bien familière, affronter Trump malgré les risques politiques. On les appelle les saute-moutons, des voies érigées au-dessus des boulevards censées décongestionner la circulation de Kinshasa. Depuis le début des travaux, les bouchons ont atteint des proportions épiques, comme ici sur le boulevard du 30 juin, où les voitures avancent à un rythme d'escargot. Jennifer Mwatambwe dit qu'elle est obligée de prendre 3, parfois 4 moyens de transport différents pour se rendre au centre-ville. Les sauts de moutons ont affecté nos vies parce qu'en ce moment, j'aurai plus le taxi d'ici jusqu'au magasin, mais je ne peux pas à cause de l'embouteillage. J'ai juste pris la moto. Vous pouvez voir maintenant que c'est même cher. Avant, c'était 1000 francs pour atteindre le magasin, mais maintenant, c'est 1500 et c'est beaucoup d'argent. C'est par jour que je consomme 2 litres de chez moi sur 24, mais or à l'époque, je consommais pas de litres d'essence. Fraîchement élu, le président Félix Tshisekedi avait imaginé ce projet qui ferait une première impression audacieuse après qu'il ait succédé à son prédécesseur de longue date, Joseph Kabila. Au lieu de cela, plus d'1 an après son investiture, les saute-moutons sont pour la plupart à moitié construits en raison de retard dans la mobilisation des fonds, ce qui a provoqué des embouteillages et a piégé le gouvernement dans des accusations de corruption. Nous avons demandé au Premier ministre, recommandé, qu'il ne décaisse plus rien tant qu'un audit sérieux n'a pas été fait sur le projet Saut de moutons et sur l'ensemble du programme donc, de 100 jours. Tshisekedi a promis en juillet que les saute-moutons seraient un cadeau de Noël aux habitants de Kinshasa. Depuis lors, différents fonctionnaires ont présenté des rapports de situation très contradictoires. Beatrice Government Hospital est l'un des quelques 200 établissements au Zimbabwe où une organisation caritative américaine connue sous le nom de We Care Solar a installé l'énergie solaire dans les services de travail et de maternité. Cette jeune femme de 18 ans a accouché de son fils Rodney grâce à l'énergie solaire mardi soir.
Nous sommes vraiment heureux. C'est un vrai soulagement. Nos enfants et ceux de la salle de travail ne sont plus dans l'obscurité. C'était vraiment difficile sans l'énergie solaire parce que les médecins luttaient pour aider les femmes enceintes. Les bébés accouchés pleuraient dans le noir. Il est difficile de changer les couches dans le noir. Le Zimbabwe fait face à des pannes de courant récurrentes qui peuvent durer 18 heures par jour. Parfois, l'électricité est coupée pendant des jours en raison de fortes sécheresses et d'équipements de production d'électricité délabrés. Dr. Laura Stachel est cofondatrice et directrice exécutive de We Care Solar. Elle explique que son organisation vise à installer l'énergie solaire dans plus de 1000 établissements de santé et maternité et centres de travail au Zimbabwe. Je pense que ce projet va avoir un grand impact car cela signifie que les agents de santé ne vont plus lutter à la lumière des bougies ou en tenant leur téléphone portable dans la bouche. Cela devrait être une excellente nouvelle pour les Zimbabwéens si cette tendance se produit également dans leur pays. Bonsoir John et bonsoir à tous. Effectivement, la Ligue des Champions dont les huitièmes de finale débutent tout à l'heure à 20h temps universel. Deux chocs de haut vol en ouverture entre d'une part Dortmund et le Paris Saint-Germain et d'autre part l'Atlético Madrid et Liverpool. Les Reds tenants du titre partent favoris face aux Espagnols. En confiance, les champions en titre anglais peuvent s'appuyer sur des résultats exemplaires sur le plan domestique. Une seule défaite seulement lors de leurs 56 dernières rencontres en Première Ligue. De quoi impressionner l'Atlético en plein doute après un mois de janvier calamiteux sur le plan domestique. De son côté, le Paris Saint-Germain tentera de rompre la malédiction qui semble le poursuivre à ce stade de la compétition. 3 éliminations sur les 3 dernières années en huitième. Et justement, pour vaincre ce signe indien, le coach des Parisiens peut compter sur ses stars Kylian Mbappé et Neymar de retour de blessure. Oui, Ney, il est là, il va bien, il va faire entraînement et il va jouer demain si c'est comme ça, si des choses n'arrivent pas pendant l'entraînement. Et ça change presque tous pour nous, s'il joue ou non, et j'espère positif. Ça change tous pour nous, ça change tous pour des coéquipiers, ça change tous pour Kylian, ça change tous pour nous. Ça donne beaucoup de confiance à moi, ça donne beaucoup de confiance à toute l'équipe. Toujours en Europe, Iker Casillas dépose les gants. Le gardien espagnol a décidé de prendre sa retraite sportive. L'ancien capitaine de la Roja, 38 ans, a annoncé qu'il est candidat à la présidence de la Fédération espagnole en 2020. Victime d'un infarctus lors d'un entraînement en mai 2019, Iker Casillas a rejoint le staff technique de son équipe pendant sa convalescence. L'ancien gardien du Real Madrid, vainqueur de 3 Ligues des Champions avec son club formateur, 2000, 2002, 2014, fait partie des rares joueurs à avoir disputé plus de 1000 matchs au cours de sa carrière. Après 25 années passées au Real Madrid, Casillas a rejoint le FC Porto en 2015. Il y a remporté le championnat du Portugal en 2018 et dépassé les 150 rencontres sous les couleurs des Dragons. Et puis, John vous le disait en titre, nous repartons sur le continent. De plus en plus de jeunes Ougandais s'adonnent au football américain après avoir appris le jeu auprès des volontaires américains dans leur pays. Comme nous le dit notre correspondante Halima Atoumani depuis Kampala, certaines écoles veulent inclure cette discipline dans leur programme sportif. Seul bémol, un besoin urgent d'entraîneur. Stephen Hawking rendait visite à un ami dans un orphelinat en 2014 lorsqu'il a remarqué que des volontaires américains montraient aux enfants un jeu qu'ils n'avaient regardé qu'à la télévision. L'architecte de 27 ans leur a demandé s'ils pouvaient aussi jouer et est rapidement tombé amoureux du football américain. Hawking a commencé à organiser les joueurs et en 2015, il a formé la Fédération ougandaise de football américain. À mesure que le jeu prend racine, nous avons de très nombreuses institutions et écoles secondaires qui sont prêtes à faire adopter ce jeu dans leur programme d'études sportives. Mais notre plus grand défi, c'est les entraîneurs. Nous n'avons pas les ressources humaines pour nous aider dans ce sport. Hawking a étendu le jeu à 4 régions du pays et en 2018, le Conseil national des sports de l'Ouganda a reconnu la popularité croissante de la discipline et a offert $10 000 pour aider à financer la fédération.
La langue que vous utilisez pour enseigner le sport est très importante. C'est un sport dont les détails techniques sont entièrement en anglais. Touchdown, quarterback, wide receiver, lineback. Ceux-ci ne sont nulle part dans le dialecte local pour être traduits. Donc, c'est plus facile quand on les introduit dans un système scolaire où les gens étudient l'anglais. Même si la plupart des joueurs sont des hommes, les femmes jouent aussi. Parmi elles, la capitaine de l'équipe de l'université Kiambogo. Je pense que les filles se joindront à nous, sauf que nous n'avons pas eu cette formation de routine. Cela les a tenues à l'écart, mais certaines sont venues. Nous sommes 5, d'autres sont encore en train de venir et je continue de les convaincre. Cette année, le Conseil national ougandais des sports prévoit de parrainer l'équipe pour une tournée d'entraînement aux États-Unis. Voilà, c'est tout pour les sports. On se retrouve demain. Au revoir. Et c'est la fin de ce journal. Merci de votre attention. Je vous retrouverai avec plaisir demain, même heure, même lieu. Excellente soirée.